Je le rejoins sur quelques points, dans le sens où ce qui manque aujourd'hui dans la mise en valeur des femmes, c'est pas uniquement des postes, mais c'est des role models, comme on le dit en anglais, des modèles d'inspiration pour les jeunes filles, qu'elles puissent se projeter finalement dans des postes, des fonctions qui aujourd'hui sont majoritairement occupées par des hommes. De là à dire, est-ce que les quotas sont la bonne solution pour atteindre cet objectif ? Ça l'est dans un premier temps, mais l'avantage, l'utilité d'un quota ne fonctionne réellement à long terme que si on peut y mettre un terme. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à créer des quotas et on a beaucoup de mal à revenir sur ces décisions politiques. Pourquoi faudrait-il y mettre un terme ? Parce que justement, à partir d'un moment où on arrive à recréer cet équilibre entre hommes et femmes dans les milieux, il ne devrait plus y avoir besoin d'une imposition par le haut. Mais peut-être que ça arrivera. Peut-être que ça arrivera. La difficulté est politique, parce que revenir sur cette décision, une fois qu'on arrive à un quota, c'est très très compliqué. Parce que pour revenir sur la loi Zimmermann, Copé-Zimmermann, effectivement, qui impose 40% de quotas de femmes dans les conseils d'administration, la ministre Moreno nous dit, en 2009, il y avait moins de 10% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises françaises. 10 ans après, avec cette loi, on est passé à 45%. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi ? Que quand on veut, on peut. Pourquoi ça a fonctionné ? Parce qu'il y avait des sanctions fortes. On arrive à obtenir le plus grand nombre et aujourd'hui on a aussi toujours quelque part un phénomène qui reste, une culture qui reste masculine. C'est-à-dire que très souvent dans ces contextes-là, quand un quota est imposé, le rôle des femmes est aussi diminué par réflexe, parce qu'on se dit qu'elles ont été mises là par défaut, parce qu'on avait besoin de mettre une femme sur ce poste. Donc c'est du vernis en fait. Ça apparaît. Les changements culturels sont très longs et c'est pour ça que finalement, au-delà de cet aspect de quota, ce qu'il faudrait faire, c'est travailler véritablement sur l'éducation. Et depuis le plus jeune âge, une étude de l'OCDE montre que dès 5 ans, les objectifs, les carrières dans lesquelles se projettent les enfants sont déjà orientés vers des rôles spécifiques, diffèrent déjà entre les petits garçons et les petites filles. À partir de ce moment-là, on a ces stéréotypes qui continuent d'exister jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la vie professionnelle. Si on ne travaille pas dès le plus jeune âge à sensibilité, avec des modèles inspirants pour les femmes également, on ne pourra pas mettre à bout ces différences. Et c'est un fait, au-delà d'être un souci quotidien, je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Globalement, c'est montré dans beaucoup d'études, les femmes se sous-estiment. À capacité égale, on peut avoir une fille qui est la première de la classe au collège, elle va toujours se considérer probablement moins compétente que le garçon qui est peut-être quelques notes en dessous. Donc c'est un problème. Et donc on apprend aux hommes à y aller au bluff et on l'apprend pas aux femmes. C'est fondamentalement, il y a un problème d'éducation dans ce niveau-là. On apprend aux petites filles à être sages, discrètes, etc. Et disciplinées. Et les garçons à explorer, à aller de l'avant. À partir de cette base-là, on ne peut pas fondamentalement espérer avoir un résultat différent. Il y a, dans ce sens, quelque chose à faire, tant sur la manière dont on socialise nos enfants que sur le fait de faire venir des personnes extérieures à l'école, au sein de l'école, pour montrer ce que c'est que la vraie vie, ce que peuvent faire les femmes également. Sinon, très souvent, on a encore une répartition malheureusement très genrée dans certaines fonctions. Les premiers ou les personnalités avec lesquelles les enfants sont le plus en contact, ça va être les enseignantes, les maîtresses d'école, principalement des femmes, les accompagnantes, le personnel de l'école, à la cantine, principalement des femmes également. Ce sont déjà des postes qui sont quand même assez limités. Et c'est difficile de demander à des enfants de s'exposer et de penser au-delà de cette box, de cette boîte. Il y a déjà cet exemple-là au quotidien. On va complètement changer. C'est un peu l'histoire de la gestion du Covid depuis le début, finalement, avec le gouvernement qui essaye de faire des coups de communication à chaque fois et qui se oublie totalement que derrière, les faits vont les rattraper. Et derrière, on a des Français qui attendent leur vaccin, qui ont attendu leur test, qui ont attendu leur masque. C'est répétitif. Et là, en ça, je suis plutôt d'accord avec monsieur sur le fait qu'on n'est pas simplement devant une erreur due à la pression, mais devant un défaut de fonctionnement de ce gouvernement sur ce point-là. Mais au-delà de ça, je voudrais peut-être pointer deux autres aspects qui sont problématiques avec cette décision. C'est que pour les médecins, on a une impossibilité, un manque de prévision
de prévisibilité sur la possibilité, par exemple, de faire leur seconde dose pour tous leurs patients qui ont été déjà vaccinés. C'est-à-dire qu'ils se lancent à l'aveugle là, mais ils ne savent pas vraiment quand est-ce qu'ils vont pouvoir... Si on est dans le doute sur les livraisons des vaccins, eux, derrière, doivent s'adapter en conséquence. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, des patients vont se retrouver à un moment à devoir essayer de trouver un autre endroit, peut-être un autre médecin pour les vacciner, pour faire la deuxième dose. Au bout de 3 semaines quand même, 4 semaines maintenant. Et le deuxième problème, c'est que à travers ces actions-là, on favorise des publics qui sont encore relativement valides et qui sont capables de se rendre, notamment dans les lieux de vaccination, que ce soit en pharmacie, que ce soit dans des vaccinodromes, si on veut les appeler comme tels. Alors que derrière, justement, les généralistes ont un atout pour certains, c'est qu'ils peuvent aller jusqu'auprès des patients qui ne peuvent pas quitter leur appartement, leur maison. Et ça représente de plus en plus de personnes qui sont laissées sans cet accès. On ne peut pas les laisser de côté. En ce sens-là, la communication, oui, elle finit par faire défaut. Et j'ajoute ça n'est pas réellement surprenant. Dans le sens où c'est une tendance globale qu'on voit aujourd'hui avec le Front républicain. C'est la fin. Il est en train de s'éteindre. On sent en tout cas qu'il y a un effritement qui se fait. Et cet effritement, il ne remonte pas uniquement à il y a quelques mois. Il remonte déjà à l'élection présidentielle de 2017, lors de laquelle Jean-Luc Mélenchon n'avait pas appelé à faire barrage à Marine Le Pen au second tour. Donc on a déjà, les graines étaient déjà là. Aujourd'hui, ce qui accentue ce phénomène, c'est qu'on a un Emmanuel Macron qui est fragilisé dans sa position vis-à-vis de Marine Le Pen, car d'un côté, sur la gauche, il a perdu la plupart des électeurs en attaquant les libertés publiques. Sur la droite, il a perdu sur le plan de la défense de l'ordre public et sur le plan économique, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une des récessions les plus marquées dans cette crise sanitaire mondiale. Et donc, on a aussi des aides économiques majeures qui n'ont pas d'équivalence ailleurs dans le monde. Mais le fait est que ces aides auront tout de même un coût. Donc, dans les faits, on en revient au débat sur la dette. Voilà, mais c'est un autre débat. En tout cas, Macron aujourd'hui n'est plus un candidat qui paraît pouvoir faire barrage à Marine Le Pen. Et en instaurant ce doute, finalement, il laisse aussi la place potentiellement pour un candidat de substitution. Et ça n'est pas à négliger. On ne peut pas totalement oublier cette opportunité, de droite ou de gauche. Je ne prends pas parti sur ce point-là. Mais aujourd'hui, en étant mis sur la sellette, il pourrait ouvrir une dynamique pour un autre candidat pour les élections présidentielles.